Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef du site, et je suis aux côtés de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Salut Hélène. C'était la première visite d'un président américain en Chine depuis presque 10 ans. Donald Trump s'est rendu 2 jours à Pékin, ces 14 et 15 mai, pour s'entretenir avec Xi Jinping. Empêtré dans le conflit iranien et avec un détroit d'Ormuz toujours bloqué, il y arrivait en position de faiblesse. La rencontre entre les deux représentants des plus grosses puissances mondiales semble s'être déroulée de façon cordiale. Une visite historique qui fera date, a dit Xi Jinping. Nous avons conclu des accords commerciaux fantastiques, a renchéri Donald Trump. Mais ne nous y trompons pas, les sujets de crispation entre les deux pays ne manquent pas et 2 gros dossiers ont dominé les discussions, la question de Taïwan et celle du détroit d'Ormuz. Alors Alain, Jean-Marie, je vous propose de revenir sur cette visite et plus généralement sur les relations diplomatiques, géostratégiques entre les deux superpuissances. Et peut-être qu'avant d'entrer dans le détail, on peut commencer par rappeler que cette visite d'État a dû être différée à plusieurs reprises. Elle devait avoir lieu au mois de mars. Et à cette époque, Trump espérait avoir derrière lui son offensive iranienne. Il comptait gagner très rapidement, en 72 heures, a-t-il dit, peut-être 1 semaine, 2 semaines. Ça s'est pas passé comme prévu. Et donc, il ne voulait pas se rendre à Pékin sans avoir derrière lui une victoire, entre guillemets, dans l'affaire iranienne. C'est-à-dire, au minimum, avoir trouvé une solution sur le contrôle du programme nucléaire iranien, sur le stock d'uranium enrichi à des degrés de dangerosité extrême par l'Iran. Enfin, l'ensemble de ce dossier, l'arsenal de missiles intercontinentaux, de missiles balistiques iraniens, l'ensemble des objectifs qui s'étaient fixés, et peut-être même faire tomber la République islamique. Bon, aucun de ces objectifs n'était rempli au mois de mars, et donc il a demandé à Xi Jinping un report de la visite pour être cette fois-ci convaincu qu'il arriverait à Pékin en ayant réglé l'affaire iranienne. Bon, ça s'est pas passé comme ça, une deuxième fois, et donc il ne pouvait pas demander aux Chinois, qui sont grands seigneurs mais avec des limites, de reporter une 3e fois la visite. Et donc il est arrivé à Pékin, il est à Pékin, avec derrière lui un conflit qu'il n'a pas su régler, qu'il n'est pas sûr de pouvoir régler, qui a provoqué la réplique, que vous savez, la fermeture du détroit d'Ormuz, et donc des problèmes énergétiques dans l'ensemble du monde, provoquant une crise, on peut le dire, une crise économique mondiale. Et il arrive en ayant montré les limites de l'appareil militaire américain, même s'ils ont remporté des succès, ils n'ont pas empoché de victoire. Et il a aussi été obligé de dégager la plupart des éléments de la marine américaine qui étaient dans le Pacifique pour faire face à l'expansionnisme chinois dans la région. Donc il a montré ses faiblesses, il a été humilié par une puissance moyenne, amie de la Chine, et il est arrivé à Pékin en situation d'infériorité, me semble-t-il, par rapport à Xi Jinping. Non seulement d'infériorité, mais en position de demandeur. Parce qu'il va demander aux Chinois de faire pression sur les Iraniens, sur la République islamique, pour qu'on aille à une négociation. Bon, c'est un sujet assez difficile, assez complexe, mais il faut remarquer que lorsqu'ils sont arrivés à un cessez-le-feu, je crois le 8 avril, à l'issue de ces 2 mois de campagne de bombardement américano-israélien sur l'Iran, lorsque finalement un cessez-le-feu a été conclu, on sait que la Chine a fait massivement pression sur les Iraniens, sur Téhéran, pour qu'ils acceptent le cessez-le-feu. Ce qui est frappant dans ce genre de rencontre, c'est que ça signe toujours... ça met toujours l'accent sur un moment qui est quand même un moment historique parce que, alors sans remonter au président Nixon qui avait reconnu la Chine de Mao Tse-tung, qui avait été un ébranlement considérable et un événement, en lui-même d'ailleurs un événement positif, qui avait montré au fond que les États-Unis étaient à l'époque hyper dominants. Quelques temps plus tard, d'ailleurs, Hubert Védrine nous parlera de l'hyperpuissance. Et là, ce qu'on a pu voir, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire un Trump qui arrive dans une position où il est manifestement en état de faiblesse,
par rapport à une Chine qui, depuis le temps où Nixon reconnaissait Mao Tse-tung, une Chine qui est devenue une grande puissance au point d'être une grande puissance désormais rivale des États-Unis. Et alors ça se voit même en images. En images, il y a la chorégraphie habituelle d'un voyage officiel d'État. Un voyage d'État, c'est quand même quelque chose qui a un décorum particulier, vous savez, avec ces milliers d'enfants des écoles qui agitent des drapeaux, en l'espèce chinois et américains, les troupes qui rendent les honneurs, les deux présidents qui passent les troupes en revue, et puis toute une série de toasts échangés dans les dîners officiels. Tout ça a été parfaitement respecté, et donc, j'allais dire, respecté sur un pied d'égalité. En revanche, il y a une séquence qui parle davantage de la situation relative de l'un et de l'autre, qui est au pied des escaliers, qui sont d'ailleurs assez gigantesques, et c'est symbolique de cela. Trump a du mal à monter les escaliers, et donc Xi Jinping s'en aperçoit, marque un temps d'arrêt, le temps que Trump le rejoigne et reprenne son souffle. Tout est dit d'une certaine façon, hautement symbolique, et d'une certaine façon, oui, la Chine, elle est là, elle prend son temps. Elle prend son temps de s'arrêter, de faire en sorte de s'assurer que Trump a repris ses esprits, que les États-Unis ont recommencé à respirer, et on repart. Mais on repart avec une Chine qui a montré sa puissance. Et un Trump qui a montré que Make America Great Again, ça devient Make America plus petit, Little Again. Little de plus en plus, avec lui en tout cas. Et ça, c'est, je pense, qui restera de ce voyage et de ces rencontres, qui ont été d'ailleurs dominées sur le plan politique par quelques phrases de Xi Jinping qui sont autant de mise en garde. Il dit, si les choses se passent bien, on va stabiliser nos relations. Si ça se passe mal, nous serons en conflit. Et oui, mais finalement, est-ce que la Chine n'a pas tout intérêt à avoir en face d'elle, en termes de superpuissance, effectivement, Donald Trump comme président des États-Unis? Parce que finalement, il prend que des décisions qui sont favorables à la Chine. Encore là, pour l'Iran et le détroit d'Ormuz, les navires chinois, eux, continuent à circuler. Et puis, parallèlement à ça, Trump accélère le déclin des États-Unis. Et ça, Xi Jinping l'a dit à mots couverts, mais quand même, mécaniquement, ça fait monter la Chine, en fait. C'est très juste. Et on retrouve ça, non seulement dans la gestuelle, mais dans les mots. Jean-Marie parlait de la gestuelle. Xi Jinping, il a très bien compris qui était Donald Trump. La dernière fois, lors de sa dernière visite officielle, pendant son mandat, il lui a fait entièrement visiter, et c'est très très rare, certaines parties de la cité interdite au cœur de Pékin. C'était véritablement un hommage, parce qu'ils ont très bien compris la vanité de Trump, son goût pour les défilés, son goût pour la célébration, etc. Et donc ils ont très bien compris ça. Il l'emmène où, avec cet escalier gigantesque? Au temple du ciel. Et c'est une façon de lui faire sentir la profondeur de la Chine, la profondeur historique de la Chine, 2000 ans constitués en État. Alors toi, Donald, il faut remonter simplement à hier. C'était hier l'indépendance et la création de l'Union américaine. C'est une façon de lui dire ça aussi. Et vous remarquerez autre signe qui complète la gestuelle qu'évoquait tout à l'heure Jean-Marie. Autre signe, c'est que Trump l'appelle mon ami et grand leader. Et il commence le discours lors du banquet hier, banquet qui n'en finissent pas, qui sont épuisants, c'est une épreuve pour l'hôte étranger, le banquet. Il faut tenir très longtemps. Il l'appelle, il commence en disant « Vous êtes un grand dirigeant. Je le dis, Monsieur le Président, vous êtes un grand dirigeant. On sait que les gens n'aiment pas quand je dis ça, quand je parle comme ça de vous, mais je le dis, vous êtes un grand leader, un grand dirigeant. » Et non seulement il l'appelle mon ami, mais un grand dirigeant aussi. Il n'a jamais la réciprocité. À aucun moment, Xi Jinping ne parle de lui sur un mode flatteur ou comme ça. À aucun moment, Xi Jinping ne l'appelle mon ami ou salut le grand leader venu d'Amérique. Donc il n'y a pas de réciprocité. Il n'y a pas de réciprocité. Parce qu'il y en a un qui a une stratégie et l'autre qui est là pour essayer de faire des deals pour que la balance commerciale des États-Unis soit moins déficitaire à l'égard de la Chine et aussi, naturellement, pour des questions stratégiques, pour la question de Taïwan. Voilà la relation qui s'est installée entre les deux premières puissances économiques du monde. Pour vous donner une idée de ce que ça veut dire, le PIB, le produit national brut chinois, la richesse chinoise produite tous les ans, c'est 30 000 milliards de dollars. Un peu moins que les États-Unis. Mais n'oubliez pas que pour faire 30 000 milliards de dollars, il doit y avoir une population active chinoise de 7 ou 800 millions, 700 millions de personnes.
Alors que pour faire 30 milliards de dollars, les Américains ont une productivité évidemment ô combien supérieure à la productivité des Chinois. Pour vous donner encore un exemple, la France, notre produit national brut, notre richesse nationale, elle tourne autour, je crois que l'an passé, le PIB français, c'était 3200 milliards en dollars. Donc voilà le rapport qui s'installe. Alors, c'est un rapport très curieux, un rapport dialectique que les marxistes-léninistes connaissent très bien. Et contrairement à ce qu'on croit, Xi Jinping est un marxiste-léniniste convaincu. Après tout, c'est toujours le Parti communiste qui gouverne la Chine. Et c'est un rapport fait de tensions et de collaboration obligée. Chacun des deux essayant d'aller vers l'autonomie, de ne plus avoir besoin de l'autre. Mais ce n'est toujours pas le cas. Les Chinois ont besoin des États-Unis, notamment en matière de technologie, de haute technologie, des deux domaines qui les départageront d'ici à 2030 ou un peu plus tard, c'est-à-dire l'intelligence artificielle et l'informatique quantique. Pour l'intelligence artificielle notamment, la Chine est dépendante de certains composants qui sont fabriqués aux États-Unis de certaines grandes sociétés américaines. Et d'ailleurs, toute la high-tech américaine était représentée à cette visite. Et en revanche, la Chine a montré que lorsque Trump a voulu imposer les droits de douane, ça marchait pas, parce qu'elle imposait elle aussi les droits de douane. La Chine a refusé de négocier avec les États-Unis. Tu me mets 10%, je te mets 10%. Et il n'y a pas eu de négociation. Nous, tous, on a négocié. Les Japonais, les Européens, tout le monde, les Brésiliens, a négocié pour essayer de faire baisser les droits de douane unilatéraux qu'imposait au monde entier Donald Trump. Eux, non. Et lorsque Trump a dit, bon, alors je vais monter à 15% ou à 25%, alors les Chinois ont dit, alors tu n'auras pas nos terres rares. Et c'est la fin de la Silicon Valley, parce qu'ils sont dépendants des terres rares. Donc ils ont fait un accord à l'amiable. Vous voyez les relations. Ce sont des relations à la fois de tension et de coopération obligée. D'abord parce que la high-tech américaine dépend aussi du marché chinois. Le marché chinois est très important pour elle, pour Boeing, pour l'agriculture américaine. Tout ça, ça compte aussi et ça fait une relation compliquée. On sait maintenant le profil des sommets américano-chinois. Alors un peu de business, un peu d'économie, un peu de stratégie et quelques revendications qui peuvent être plus ou moins significatives concernant le Pacifique occidental. En tout cas, ce qui restera de cette période, c'est que Trump n'avait qu'une seule idée et qu'une seule arme en tête, qu'une seule stratégie en tête, les droits de douane, les tarifs. Donc il a joué cela d'entrée de jeu en épousant la position de ses prédécesseurs, c'est-à-dire ses prédécesseurs, notamment Barack Obama et Joe Biden, considéraient la Chine comme une puissance rivale qu'il fallait contenir. Et donc dans cette attitude-là, Donald Trump impose des droits de douane massifs à la Chine. Et comme l'a rappelé tout à l'heure Alain, eh bien la Chine, loin d'engager des négociations comme souhaité par Donald Trump, résiste. Et au bout de la route, qu'est-ce qu'on a constaté au cours de ce sommet-là? C'est qu'il n'était plus question d'imposer quoi que ce soit à la Chine en matière de droits de douane. Donc, elle a résisté et Trump a reculé. Et donc, ça aussi, c'est une étape importante quand on regarde la rivalité entre les deux pays. Il y en a une qui a reculé et l'autre qui a donc, du coup, avancé. J'avais juste en tête une petite parenthèse plaisante, puisque Alain a évoqué le caractère absolument interminable des banquets officiels, des dîners officiels. Il faut ajouter aussi au fait que régulièrement entre les plats, on vous sert un alcool fort, un alcool très fort, genre qui ressemble à de l'eau de vie, j'imagine. C'est un alcool de riz. Voilà, un alcool de riz très très fort. Et donc la question est, si vous faites, entre chaque plat, et les plats sont très très nombreux, il faut tenir sur la durée. Buvez, c'est-à-dire vous risquez d'être à la sortie dans un état assez euphorique. Et donc, moi, j'avais appris de mon voisin de l'époque, dans un de ses dîners officiels, qui était Gaston Defferre, qui était ministre à l'époque, comment faire pour masquer le fait qu'on faisait semblant d'absorber. Et donc, là où, par exemple, François Mitterrand sortait éméché, Gaston Defferre et moi-même, nous sortions normaux, dans un état normal, parce qu'on avait réussi à masquer et à éliminer. Comment on fait pour jeter sous la table dans les plantes vertes? Éliminer le contenu Trump de ne boit cet jamais alcool. d'alcool.
Et on a vu quelques images d'Elon Musk qui ne semblaient pas avoir suivi la méthode de Gaston Defferre. Il faut qu'on reparle de Taïwan aussi parce que, selon les mots de Xi Jinping, c'était le sujet le plus important dans les relations sino-américaines en ce moment. Et il s'est montré offensif, le dirigeant chinois, pour ne pas dire menaçant. Vous l'avez esquissé il y a quelques minutes, Jean-Marie Colombani, en disant que voilà, si la question de Taïwan était bien gérée, alors les relations bilatérales seraient stables, mais dans le cas contraire, les deux pays connaîtront des heurts, voire des conflits. Il est là aussi en position de force pour influer sur le dossier Xi Jinping. Alors on le sait, enfin peut-être vous pouvez nous le rappeler, mais les Américains soutiennent officiellement Taïwan, mais là les dernières livraisons d'armes, je crois, n'ont pas eu lieu comme elles auraient dû l'être, et probablement que tout ça met quand même une sacrée pression sur Donald Trump dans ce dossier-là. Oui, il y a une pression, et puis il y a aussi, là encore, un avantage chinois qui est tiré du fait de ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz, puisque les choses ont tourné de façon telle que les Iraniens en restent maîtres de cet espace. Et on se dit, l'espace qui existe entre Taïwan et la Chine continentale, de la même façon, peut être très vite hors de contrôle de la flotte américaine, comme le détroit d'Ormuz a été très vite sous contrôle de l'Iran. Et là, ça peut très bien être sous contrôle de la marine chinoise, laquelle d'ailleurs, dans cet espace assez limité, multiplie les exercices de tous ordres pour s'entraîner en quelque sorte, presque peut-être à un débarquement à Taïwan. En tout cas, c'est l'impression que cela donne. C'est un enjeu capital parce que tous les pays qui sont autour de la mer de Chine, Corée du Sud, Japon, Philippines, Indonésie, et allons jusqu'au Vietnam, et incluant l'Inde, sont dans la crainte d'une Chine qui deviendrait impérialiste et qui s'affirmerait avec beaucoup trop d'autorité vis-à-vis des autres. Et donc, cela regarde avec la plus grande attention ce que va dire Trump et ce que vont faire les États-Unis. Est-ce qu'ils vont s'incliner et finir par donner raison, au fond, à Xi Jinping, ou bien est-ce qu'ils vont, d'une façon ou d'une autre, résister? Et donc, il y a un doute maintenant qui s'est installé, parce que plus personne n'est sûr de ce que serait la position américaine. Avant, c'était très simple, il y avait un choix bipartisan, républicain-démocrate, en défense de Taïwan, qui est considéré, et qui est une démocratie, face aux géants chinois qui voudraient absorber Taïwan. Donc, il y a toute une phraséologie qui est utilisée jusqu'à présent par les États-Unis, qui ne conteste pas l'unicité de la Chine, mais qui ne conteste pas non plus l'indépendance de Taïwan. L'autonomie, absolument. Le mot indépendance est en effet proscrit. Et donc on va voir ce qui va rester de cela, ou si Trump ne va pas céder davantage. Et si c'est le cas, les pays dont j'ai cité les noms tout à l'heure seront dans la même position que les Européens aujourd'hui vis-à-vis de la défaisance de l'OTAN, dans un état de crainte absolue. C'est pour ça que vous avez le Japon qui est en train d'essayer de se réarmer alors que sa constitution le lui interdisait, l'Inde qui fait des efforts gigantesques pour se doter d'une aviation compétitive, et ainsi de suite. Ne parlons pas de la Corée du Sud qui est elle aussi en voie d'équipement en vitesse grand V, et ainsi de suite. C'est un enjeu aussi sûrement que l'Ukraine est un enjeu décisif pour l'avenir de l'Europe. Le sort de Taïwan est un enjeu décisif pour toute cette région de l'Asie. Et quand on voit la vitesse avec laquelle Trump a lâché l'Ukraine, il y aurait de quoi s'inquiéter si on est taïwanais aujourd'hui. On peut craindre que Taïwan soit trahi de la même façon que Trump a de facto trahi l'OTAN et ses alliés. On peut reprendre l'expression qu'a utilisée et qu'il utilise volontiers Xi Jinping. C'est très intéressant. Donc il a dit, voilà, nous avons cette question-là entre nous. Vous savez que lorsque les États-Unis ont cessé de reconnaître Taïwan, Taipei, comme représentant la Chine, et qu'ils se sont décidés à reconnaître Pékin, la Chine continentale, comme représentant la Chine, l'État de la République populaire de Chine. Donc ça prend du temps. Il y a une visite du président Nixon qu'a évoqué Jean-Marie tout à l'heure en 1972. Après, il y a l'établissement de relations diplomatiques. Et à ce moment-là,
Le Congrès américain dit, bon, on établit des relations diplomatiques, je crois que c'est en 76 ou en 77, c'est du temps de Jimmy Carter, et à ce moment-là, on dit, bon, mais on peut pas laisser tomber Taïwan non plus. Taïwan, tardivement, a développé une démocratie, une vraie démocratie, et on le sent très bien quand on va à Taïwan. On respire un air très différent de celui qu'il y a en Chine. Il y a une liberté invraisemblable à Taïwan. Et les Taïwanais, 30 millions, c'est pas grand-chose, face à la masse chinoise, 1,4 milliard. C'est pas grand-chose, Taïwan. Mais voilà, ils tiennent à leur régime. Et au départ, vous savez que lorsque les communistes gagnent la guerre civile chinoise en 1949, il y a deux grands partis qui s'opposent. Il y a les Mao, et c'est le parti communiste, et puis de l'autre côté, il y a les nationalistes du Kuomintang. Bon, ils perdent la guerre, les nationalistes. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'installer à Taïwan. Ils s'installent à Taïwan avec leur armée, en dévalisant les musées qu'ils peuvent dévaliser. Et il y a cette situation. Les Chinois et les Américains, reconnaissant que Pékin est véritablement l'unique et exclusif représentant de la Chine, disent aussi que la Chine est une. Et donc, entre parenthèses, que Taïwan fait partie de la Chine. Il n'y a qu'une seule Chine, et c'est Pékin qui la représente. Et puis vous avez Taïwan, autonome. Mais les Américains disent à ce moment-là, il faut que le règlement se fasse à l'amiable. Vous ne pouvez pas imposer, il ne faut pas que ça se fasse par la guerre, il faut que ça se fasse à l'amiable. Bon, il y a 30 kilomètres entre des petites îles taïwanaises, c'est pas l'essentiel de Taïwan, et puis la Chine du Sud. Donc c'est quasiment en face. À ce moment-là, le Congrès donc dit il ne faut pas qu'on laisse tomber Taipei. C'est pas parce qu'on reconnaît Pékin qu'on va laisser tomber Taipei, puisqu'on avait reconnu Taipei jusqu'à présent comme étant l'unique représentant de la Chine. Et donc les États-Unis s'engagent à fournir à Taïwan les moyens de se défendre. Ils ne s'engagent pas à aller eux-mêmes défendre Taïwan si Taïwan est attaqué par l'armée chinoise. Ils s'engagent à fournir à Taïwan les moyens de leur défense. Et de fait, ils vont fournir vendre une quantité d'armement énorme et très importante à Taïwan. Vous avez cité récemment le cas en octobre, ils ont signé et conclu un contrat pour vendre pour 11 milliards de dollars d'armement à Taïwan. Et puis il y en a un autre qui suit derrière de 14 milliards. On ne sait pas trop ce que vont faire les Américains. Trump a laissé entendre qu'on pourrait en discuter avec Xi Jinping, alors que jamais les Américains n'avaient accepté que le dossier des ventes d'armes, auxquelles ils procèdent, au bénéfice de Taïwan, fasse partie des négociations entre Pékin et Washington. Donc oui, déjà un geste, qu'est-ce qu'il sait, Jean-Marie, sur, au fond, Trump a laissé entendre qu'il était prêt à négocier quelque chose sur Taïwan. Bon, on ne sait pas exactement quoi, mais il a laissé ça. Je reviens à l'expression qu'a utilisée Xi Jinping. Il a dit, voilà notre situation. Nous voulons régler ce problème. On sait que les dirigeants chinois veulent que lorsqu'ils célébreront le centenaire de la République populaire de Chine, en 2049, ils veulent que la Chine soit réunie. Pour eux, ça ne peut avoir qu'une seule signification. Réunis sous la houlette du Parti communiste chinois. C'est la fin de l'expérience démocratique de Taïwan, comme ils ont écrasé l'expérience démocratique de Hong Kong en violant les propres traités qu'ils avaient signés au moment de la rétrocession britannique. Donc voilà. Mais Xi Jinping dit, c'est un casus belli pour nous. C'est comme ça que les deux grandes puissances peuvent entrer en guerre. Et il lui dit, c'est comme ça que se fait l'histoire. Et il cite ce qu'on appelle le piège de Thucydide. Thucydide, c'est cet historien grec de moins 500, je crois, avant notre ère, et qui raconte, qui participe aussi d'ailleurs, c'est un responsable politique aussi, il participe aux guerres du Péloponnèse, quand les cités grecques se font la guerre. Et ce qu'a voulu dire Xi Jinping, c'est, au fond, le théorème de Thucydide nous dit que la puissance établie finit toujours par entrer en guerre avec la puissance montante, parce qu'elle a peur de ne plus être la puissance établie. Et nous, Européens, savons ce que ça veut dire. On a connu ça, notamment en 1914. Et donc, cette idée, là, c'est Athènes contre Sparte. Sparte était la puissance établie, et elle a eu peur d'Athènes, qui était la puissance montante, et Sparte attaque Athènes, et c'est les guerres du Péloponnèse. Il utilise cette expression, il l'utilise souvent. Il dit, relisez Thucydide. C'est ça qui est aussi étonnant avec le Parti communiste chinois, c'est cette référence comme ça, constamment, aux expériences politiques étrangères. De même qu'il y a 100 millions de membres du Parti communiste chinois, on leur a à un moment, ils étaient 85 millions à cette époque, mais il y a quelques années, ils ont dû lire l'Ancien Régime et la Révolution de Tocqueville, qui a été traduit 2 fois à Pékin.
Donc je ne sais pas si les héritiers Tocqueville ont touché quelque chose là-dessus, mais ils en ont vendu des millions. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que raconte le livre de Tocqueville ? Tocqueville dit un régime établi est menacé dès lors qu'il commence à entrer dans une mécanique de réforme avec l'opposition. Et c'est comme ça que, alors que la monarchie française avait fait, notamment elle avait mis fin au servage, avait fait des réformes, mais elle a mis le doigt là-dedans, et ça a été le début de la fin pour elle, selon ce livre de Tocqueville, passionnant par ailleurs. Oui, c'est pourquoi Xi Jinping s'obstine à ne jamais faire évoluer le système chinois. Exactement. Et pour lui, le pire exemple, c'est Gorbatchev. On ne négocie pas avec l'opposition, on maintient le système. Et les Chinois sont des obsédés de la stabilité gouvernementale, à l'étranger comme chez eux, bien entendu. Voilà, avec qui parle Donald Trump ? Est-ce que Donald Trump est intellectuellement équipé pour discuter du piège de Thucydide avec Xi Jinping ? Je ne sais pas. Non, mais voilà. Nixon n'était pas particulièrement érudit ou instruit, mais sauf il avait comme secrétaire d'État Henry Kissinger et tout un appareil diplomatique de très haut niveau aux États-Unis, appareil diplomatique qui a été préservé et qui objectivement faisait l'admiration un peu de tout le monde. Sauf que depuis que Trump est là, cet appareil a été démantelé pratiquement. Donc on est là où vous avez, si vous voulez, ce dialogue entre la puissance émergente, la puissance montante, qui est la Chine, et qui met en garde les États-Unis. Attention, parce que il y a un risque de guerre entre nous à propos de Taïwan. Alors on ne sait pas quelles sont les demandes expresses des Chinois. On sait qu'ils aimeraient pouvoir discuter des ventes d'armes américaines à Taïwan. On ne sait pas si Trump finalement a accepté de discuter. N'oubliez pas qu'il était demandeur sur l'Iran. Et qu'on peut imaginer un marché ou un système, un deal, comme dirait Trump, là-dessus. Mais aussi, il demande aux États-Unis de changer leur discours officiel sur Taïwan. Le discours officiel américain, c'est que les États-Unis ne sont pas favorables à l'indépendance de Taïwan. Pour le moment, aucun parti taïwanais, il y a 2 grands partis, aucun parti taïwanais ne réclame officiellement l'indépendance, mais de facto, Taïwan est une entité indépendante, même si elle n'est pas reconnue comme telle dans le système international. Et donc les Chinois aimeraient que les Américains passent de cette formule « nous ne sommes pas favorables », nous ne soutenons pas l'idée de l'indépendance de Taïwan. Les Chinois voudraient, et pour eux ça compte, le vocabulaire compte, le vocabulaire précède l'action. Ils voudraient que les États-Unis disent « nous nous opposons à l'indépendance de Taïwan ». On ne sait pas encore ce qu'il est sorti de cette conversation, on le saura sans doute, mais pour le moment, on ne le sait pas. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani, Alain Frachon pour vos lumières, pour toutes ces explications. Alors, on vous recommande la lecture de Thucydide, évidemment. C'est ce que j'allais dire, et de Tocqueville. Qui était un des ouvrages préférés de François Mitterrand, qui aimait bien nous inciter aussi à lire Thucydide, et il en citait, lui, une phrase, pas le piège de Thucydide, pour lui, il disait, comme le disait Thucydide, tout homme va toujours au bout de son pouvoir. Il parlait d'or, si j'ose dire. Ce sera le mot de la fin, je vous le laisse, Jean-Marie. Merci à tous Hélène. les deux. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.